Bonjour, bienvenue à tous et à toutes au webinaire en mines et environnement de l'UQAT de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, mon nom est Marie-Ève Lacombe, je suis agente d'information au service des communications et du recrutement à l'UQAT et j'ai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, pourquoi les webinaires? En fait, avec la programmation 2022 et 2023, l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT souhaite favoriser le partage des connaissances et des dernières avancées dans ce domaine, et ce, de façon accessible, donc en abordant divers enjeux liés au secteur minier, en présentant de manière concrète les solutions innovantes proposées et les développements scientifiques récents, et en exposant les perspectives de recherche et les projets en développement. Donc, cette nouvelle série de conférences sera animée par des professeurs de l'Institut. Donc, merci de votre participation au webinaire d'aujourd'hui qui s'intitule « Réduction du drainage minier acide et neutre contaminé provenant des résidus miniers » et qui est présenté par la professeure Isabelle Demers. Donc, avant de débuter la conférence, je vais vous donner quelques points d'information. Donc, le webinaire va être d'une durée d'environ 40 minutes, suivi par une période de questions de 15 minutes. Je vous invite donc à poser vos questions dans l'outil questions-réponses qui est situé au bas de votre écran. La conférence sera enregistrée et disponible prochainement sur le site Web des webinaires. Et d'ailleurs, à ce même endroit, vous pouvez aussi trouver les webinaires des années précédentes. Donc, la Dr Isabelle est professeure à l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine depuis 2014. Ingénieure métallurgiste, elle est également titulaire d'une maîtrise de l'Université McGill et d'un doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAT. Ses expertises sont en lien avec la gestion des rejets miniers, incluant la planification des modes de gestion selon les différentes étapes de cycle minier, la valorisation des rejets miniers dans les scénarios de restauration des sites miniers générateurs de drainage minier acide, la modélisation numérique du comportement hydrogéochimique des rejets miniers avec et sans méthode de restauration, la désulfuration environnementale pour la prévention du drainage minier acide et du drainage neutre contaminé, la caractérisation et modélisation géo-environnementale dès l'exploration minière, ainsi que le développement minier durable. Je cède maintenant la parole au professeur Demers. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci et bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous présenter un sommaire des résultats du projet RDC sur la réduction de la génération de drainage minier acide et drainage neutre contaminé provenant des résidus miniers. Donc, voici d'abord le plan de ma présentation. C'est un plan assez standard, donc je vais passer tout de suite à la partie introduction pour mettre en contexte le projet. Donc, d'abord, les opérations minières produisent deux types de résidus miniers solides principalement. Il s'agit des rejets de concentrateurs qu'on voit sur la première image ici. Ce sont des matériaux fins et broyés qui sont souvent déposés sous forme de pulpe plus ou moins épaissie dans des parcs à rejets. Les stériles qu'on voit ici sont des roches de granulométrie très hétérogènes, donc du gros caillou jusqu'à de la poudre très fine, qui sont généralement placées dans des haldes à stériles. Ces deux types de matériaux peuvent contenir des minéraux sulfureux qui, eux, vont s'oxyder en présence d'eau et d'oxygène, ce qui va produire le drainage minier acide ou le drainage neutre contaminé selon le pH de l'effluent. Pour prévenir le drainage minier acide ou le drainage neutre contaminé, on va tenter d'éliminer un des trois éléments ici, une des trois composantes de la réaction. Donc, les méthodes de restauration classiques qui sont appliquées en fermeture d'un site visent principalement à limiter le transport de l'eau et de l'oxygène vers les résidus miniers sulfureux. Dans ce projet, on va plutôt s'intéresser aux aspects qui touchent les minéraux sulfureux eux-mêmes. Et principalement, on va travailler sur la désulfuration environnementale et la passivation des surfaces. Ces méthodes sont applicables durant les opérations minières, donc ce qui fait qu'elles s'intègrent très bien dans le concept de gestion intégrée des résidus miniers.
Donc, je vais vous présenter brièvement ces deux méthodes avant de passer aux résultats du projet de recherche. D'abord, la désulfuration environnementale. Son objectif principal, c'est de séparer les minéraux acidogènes des minéraux qui n'ont aucun potentiel de génération d'acide. Sur l'image qu'on voit plus bas, ici, on voit nos rejets, un rejet typique initial qui contient en blanc une partie de minéraux sulfureux et en hachuré une partie de minéraux neutralisants. Donc, ceci est comme il y a plus de minéraux sulfureux que de neutralisants, on a un rejet générateur d'acide. La désulfuration environnementale vise à concentrer la partie sulfureuse dans un concentré ici de plus faible volume que le résidu initial et on se retrouve avec un rejet qui contient plus de minéraux neutralisants, donc qui est non générateur d'acide et plus facile à gérer et à restaurer à la fin des opérations. La méthode qui est généralement utilisée pour réaliser cette séparation, c'est la flottation. C'est un procédé qui est utilisé en traitement du minerai depuis plus d'une centaine d'années. Le principe consiste à modifier les propriétés de surface des minéraux d'intérêt. Dans notre cas, ça serait les sulfures, qui pourraient être représentés par les petites particules ici en orange clair. Donc, on va tenter de modifier les propriétés de surface avec des collecteurs organiques, qu'on voit ici, qui va rendre ces surfaces qu'on appelle hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles vont s'attacher à des bulles d'air qui vont être passées à travers la pulpe. Donc, les bulles d'air et les particules attachées vont être transportées à la surface et vont être ensuite récupérées. Il y a eu beaucoup de travaux déjà qui ont été faits sur la désulfuration environnementale, dont une grande partie a été faite à l'UQAT et à l'IRM. Il y a eu d'abord des études fondamentales sur la pyrite et l'arsénopyrite, des études aussi en laboratoire de désulfuration de rejets contenant principalement de la pyrite. Parmi tous ces travaux, là, on peut noter quelques résultats intéressant. Bon, donc, on a identifié les phases superficielles qui sont sur la surface de ces minéraux, donc étant des sulfates ferreux et ferriques et des hydroxydes de fer. On a aussi observé que c'est les xanthates qui sont le collecteur le plus utilisé pour la flotation des sulfures et aussi pour la désulfuration environnementale. Par contre, les xanthates ont un potentiel de toxicité lié surtout à leurs produits de dégradation. Par contre, il y a peu d'études qui ont été faites sur la désulfuration environnementale avec d'autres minéraux sulfureux comme la pyrrhotite, chalcopyrite, les sulfosels, qui peuvent être présents dans les rejets miniers de nos mines ici en Abitibi et ailleurs au Canada. Et les concentrés de sulfure ont reçu peu d'attention, disons, académique ou scientifique comparativement aux rejets désulfurés. Donc, il y a possiblement un potentiel de valorisation de ces concentrés de sulfure. On va passer maintenant la deuxième méthode qui va être étudiée dans le cadre de ce projet, c'est la passivation des surfaces. Donc, l'objectif ici, c'est de limiter les réactions d'oxydation des sulfures. J'ai fait un petit schéma très simple sur le côté où on voit un grain de pyrite ici, en bleu, qui est entouré d'une couche qui va limiter la diffusion de l'oxygène, donc qui va empêcher ce contact avec l'oxygène et donc prévenir l'oxydation de la pyrite. Donc, de nombreux travaux ont porté sur l'utilisation de divers passivants, dont des matériaux organiques et des minéraux, pour le contrôle de la réactivité des sulfures. En parallèle, on sait aussi que l'oxydation des sulfures va créer des minéraux secondaires, comme démontré dans les équations en jaune. Les hydroxydes de fer qui sont ainsi créés sont moins réactifs à l'oxygène que la pyrite et peuvent se placer au pourtour de la pyrite pour agir comme une barrière à l'oxygène. Donc, encore une fois, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits, qui ont été recensés là, pour ce qui touche à la passivation des sulfures. On a vu des travaux qui visaient à favoriser la précipitation des hydroxydes de fer et ils faisaient ça avec l'utilisation, entre autres, du peroxyde. Et lorsque c'est combiné aussi avec l'ajout d'un agent passivant comme un phosphate ou silicate, ça pouvait être aussi assez performant. Les études ont été faites principalement en laboratoire sur des minéraux dont majoritairement la pyrite sous forme pure et très fin. Et l'objectif, c'était la prévention du drainage minier acide. Donc,
parmi toutes ces études, les mécanismes ont été identifiés là, qui interviennent là, au niveau de précipitation des ions ferriques en oxyde et en oxyhydroxyde et l'interaction avec les ions phosphate et silicate. Par contre, il y a peu ou pas d'études qui ont été faites sur la passivation de matériaux grossiers et aussi en vue de prévenir le drainage neutre contaminé. Donc, lorsqu'on a une faible quantité de sulfure réactif, dans ces cas-là, c'est moins évident là, que la passivation peut être efficace. Donc, on suggère d'accélérer l'oxydation dans le but de créer encore plus de phases secondaires et aussi d'épuiser, dans le fond, le potentiel d'oxydation de ces matériaux. Par contre, ça n'a pas encore vraiment été étudié. Donc, on va passer aux objectifs de recherche. Donc, suite à la revue de littérature, on a défini un objectif général qui était d'approfondir les approches récentes et proposer de nouvelles approches permettant de réduire la génération du DMA et du DNC provenant des rejets de concentrateurs et des stériles. Le projet a été divisé en 5 sous-objectifs ou objectifs spécifiques et qui ont été séparés soit en rejet de concentrateur ou en stérile. Donc, pour ce qui est des rejets de concentrateurs, notre premier sous-objectif était la désulfuration des minéraux non conventionnels. Le deuxième, l'utilisation des collecteurs alternatifs aux xanthates en désulfuration environnementale. Et notre troisième était sur la valorisation des concentrés et plus particulièrement sur la récupération de l'or des concentrés de désulfuration. Pour le volet stérile, il y a l'objectif spécifique 4 qui est sur l'oxydation accélérée et la passivation des stériles dans le but de prévenir le drainage neutre contaminé. Pour ce qui est des stériles, on a aussi travaillé sur la désulfuration de ceux-ci dans le cadre de l'objectif spécifique 1. Et finalement, l'objectif spécifique 5 visait l'utilisation de l'analyse du cycle de vie comme méthode d'évaluation environnementale des options de gestion des rejets miniers. Le projet a eu une durée de 4 ans et a été financé par le CRSNG via son programme Recherche et développement coopératif. C'est un programme qui vise la collaboration entre des chercheurs universitaires et des entreprises industrielles. Donc, nos partenaires étaient Glencore Mineraglon, Rio Tinto Fer et Titane, Mines Agnico Eagle, IAMGOLD et Canadienne Malartic. Le budget était de 520 000 divisé là, entre le CRSNG et les partenaires miniers. Évidemment, j'ai été accompagnée pour faire ce travail. Donc, mes collaborateurs, Mostafa Benzazoua, Mukendi Kongolo et Benoît Plante provenaient de l'UQAT et Jean-François Ménard du CEREG. Ces gens ont quand même tous participé de façon active à la réalisation des projets. On a aussi formé 9 étudiants répartis dans les 5 projets de recherche. Donc, chaque projet était associé à un des objectifs spécifiques. Donc, vous voyez là, les noms des personnes là, qui ont été formées et le niveau aussi. On a formé des gens du niveau stage, baccalauréat jusqu'au postdoctorat. On va maintenant passer aux principaux travaux et aux résultats qui ont été obtenus. Donc, je vais y aller par projet. Le projet 1 étant le plus, disons, de plus grande ampleur. Donc, c'est sûr que je vais passer un petit peu plus de temps sur le projet 1, qui était sur la désulfuration de minéraux non conventionnels. Donc, le projet 1 a été divisé en 3 volets. Le premier volet, c'était l'étude fondamentale sur les minéraux purs. Donc, on a mis une emphase sur les minéraux responsables du drainage neutre contaminé, surtout porteurs de nickel, arsenic et aussi cuivre, puisque c'était une problématique soulevée par nos partenaires industriels. Donc, on a fait l'étude des interactions entre les surfaces minérales et les collecteurs. Vous voyez ici des images des minéraux qui ont été étudiés. Donc, pour ce qui est des sulfosels, on avait la gersdorphite, la scutérudite et la nickeline qui ont été étudiés par Abdelila El-Bouazaoui et Yassine Nadkouya. Et aussi, on a eu la covélite qui a été étudiée par Jessica Bottero. La méthodologie qui a été suivie est sensiblement là, la même pour tous les minéraux. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en contact les minéraux avec les minéraux purs, encore une fois, je vous le rappelle, avec le collecteur, le xanthate. Et ensuite, on a séparé les liquides et les solides et chacun de ces phases a été caractérisé.
Donc, voici quelques résultats qui ont été obtenus, entre autres dans le cadre des travaux de Yacine et Abdelila. Donc, ils ont identifié les phases qui se trouvent à la surface des minéraux scutérudite, nickeline et gersdorfite. Celles-ci sont identifiées là, par différentes couleurs. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même, c'est sensiblement les mêmes phases, mais ils n'ont pas nécessairement la même répartition. Et selon cette répartition, l'adsorption du collecteur se fait de façon différente. Par exemple, sur le scutérudite et le nickeline, on voit que le cax ou le xanthate va s'adsorber sous forme d'ixanthogène, qui est la petite araignée ici à 3 pattes, et aussi sous forme de complexe métal-xanthate, qui est la petite souris avec une queue. Pour la gersdorfite, on a observé seulement le dixanthogène. Donc, ça va expliquer, là, ces différentes formations vont expliquer les comportements différents lors de la flottation. Ensuite, le volet 2, on a fait c'était une partie plus appliquée, on a fait la désulfuration en vue de prévenir le drainage neutre contaminé. Donc, Yacine a travaillé sur les résidus du site Amarouk d'Agnico Eagle. Il a caractérisé les matériaux, les résidus miniers. Ensuite, il a procédé à la désulfuration et ensuite, il a recaractérisé les résidus désulfurés. Donc, voici quelques résultats. Ceci, c'est la caractérisation minéralogique. D'abord, ici, on voit les résidus frais, donc ce qui a été collecté au site Amarouk. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a environ ici 6 de sulfure et sulfocèle, qui sont principalement la pyrrhotite, pyrite, et on voit un petit peu de gersdorfite aussi. Après la désulfuration qui a été faite en cellule Denver, comme on voit sur la photo, on se retrouve avec un rejet désulfuré qui contient un peu moins de 0,4 de soufre et de sulfure, qui est principalement de la pyrrhotite et de la pyrite. On a maintenant très peu de gersdorfite. On a voulu voir, là, est-ce qu'on a réussi à produire un résidu désulfuré qui est non générateur d'acide et non générateur de DNC. D'abord, des essais statiques ont été faits pour déterminer là, le potentiel de génération d'acide. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, les résidus initiaux étaient dans la zone génératrice d'acide et une fois la désulfuration faite, on se retrouve dans la zone non génératrice d'acide. Donc, on a réussi à faire un produit non générateur d'acide. Pour ce qui est de la libération des métaux, des essais cinétiques en minicellules d'altération ont été réalisés et c'est ce qu'on voit sur les graphiques à droite, gauche. Donc, en blanc, les carrés blancs représentent les résidus désulfurés, l'évolution des concentrations et on observe que ces concentrations sont plus faibles que pour celles des résidus initiaux, non désulfurés, autant pour le cuivre, l'arsenic et le nickel. Donc, on a potentiellement un matériau qui est non générateur de drainage neutre contaminé. Finalement, le volet 3, c'était sur la désulfuration des stériles. Ici, on a voulu combiner deux approches. D'abord, l'approche de la détermination du diamètre d'encapsulation des sulfures. Ça, ce que ça représente, c'est qu'à partir d'une certaine taille granulométrique, les grains de sulfure sont totalement encapsulés à l'intérieur d'un caillou, par exemple, et donc non disponibles pour l'oxydation. Donc, Yacine et Jessica ont travaillé sur des stériles qu'ils ont séparés en différentes tailles granulométriques, comme on voit sur les petites images en haut. Et pour chacune des tailles, ils ont évalué la libération des sulfures et des minéraux neutralisants. Et ils ont aussi fait des essais cinétiques et statiques de détermination du potentiel de génération d'acide. Pour Yacine, il a déterminé qu'à partir de 2,5 mm, les particules étaient suffisamment grosses pour que les sulfures soient encapsulés. Donc, 2,5 mm représente son diamètre d'encapsulation. Ceci, c'était pour les stériles d'Amarouk. Et Jessica, elle a déterminé que pour les stériles de la mine Centinela, c'était 2,4 mm le diamètre d'encapsulation. Donc, supérieur à ça, on n'a pas de génération de contaminants.
Ensuite, bien, les tailles inférieures au diamètre d'encapsulation, bien, eux devraient subir une désulfuration. Et comme ce sont des tailles qui sont souvent un peu plus grosses que ce qui est possible de faire en flottation typique, Yacine a travaillé, lui, avec des méthodes granulométriques pour tenter de faire cette séparation. Donc, il a travaillé avec la séparation par milieu dense, les spirales, les tables à secousses et le concentrateur Nelson. Tandis que Jessica, elle, a travaillé avec une cellule de flottation à lit fluidisé qui est vraiment adaptée pour des tailles plus grossières. Donc, en sommaire, pour le projet 1, bien, on a déterminé les mécanismes d'absorption des collecteurs lors de la désulfuration des minéraux sulfureux et sulfosels non conventionnels, mais qui ont un potentiel de génération de drainage contaminé. On a démontré la possibilité de prévenir le DNC par la désulfuration environnementale des rejets de concentrateurs et on a combiné le concept de diamètre d'encapsulation et de la désulfuration environnementale pour offrir une façon de gérer les stériles. On va passer au projet 2 qui était sur l'utilisation des collecteurs alternatifs aux xanthates en désulfuration environnementale. Ce projet-là aussi a été divisé en 2 volets. Le premier volet, c'était une étude fondamentale qui a été faite avec des minéraux purs. Donc, Guillaume Noiran a travaillé sur la pyrite et Abdelila El-Bouazaoui a travaillé sur la gersdorphite. Encore une fois, on a pris des minéraux purs, on les a mis en contact avec les collecteurs et séparé la phase liquide-solide et caractérisé ces phases. Je vous présente ici là, les noms et les types de collecteurs qui ont été utilisés, les collecteurs alternatifs. Vous voyez, c'est quand même des grands noms, là. Qu'on utilise beaucoup plus là, les abréviations là, comme ça ici. Là. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour le reste de ce projet. Donc, les résultats. Au niveau de la pyrite, Guillaume a démontré que l'affinité des surfaces pour les collecteurs varie selon le pH durant le conditionnement et aussi selon le type de collecteur utilisé. Il a observé qu'il y a environ 3 fois moins de collecteurs de type DTC-MBT et DTP-MBT adsorbés comparativement aux xanthates pour une même surface. Aussi, à pH alcalin, la composante active des collecteurs alternatifs était essentiellement le MBT, donc le mercaptobenzothiazole. Pour ce qui est de la gersdorphite, Abdelila aussi a observé que c'était le MBT qui était la composante active principale puis qui donnait les meilleurs résultats lorsqu'elle était présente dans le mélange là, de molécules à l'intérieur du collecteur. Et il a aussi observé que le MBT était biodégradable, donc il voyait que les phases adsorbées contenant du MBT, bien, ils se dégradaient avec le temps. Suite à ça, les 2 personnes ont fait une étude appliquée. Ils ont utilisé pour l'étude sur la pyrite les résidus de la mine Goldex et pour la gersdorphite les résidus de la mine Namarouk, qu'ils ont fait la désulfuration avec les différents collecteurs. Les résultats, au niveau de des résidus de la mine Goldex, les meilleures récupérations ont été obtenues à pH 9,5. C'était d'environ 75 avec le xanthate, 74 avec le DTP-MBT, donc quand même assez similaire au xanthate, et un peu inférieur avec le DCT-MBT. Pour les résidus d'Amarouk, les résultats ont été optimisés par la méthode de surface de réponse. Et on voit dans le tableau là, les valeurs optimales là, pour une récupération maximale des sulfures. Et ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est du xanthate ici et du MBT, MTP, on a des récupérations qui sont à peu près la même chose. Donc, pour ce qui est du projet 2, on a déterminé les affinités des différents collecteurs pour les surfaces de la pyrite et de la gersdorphite pure, et aussi pour les résidus miniers réels. Et aussi, on a démontré qu'on peut utiliser des collecteurs alternatifs aux xanthates dans le cadre de la désulfuration environnementale, et puis que ça nous donne des récupérations tout à fait semblables à ce qu'on obtient avec les xanthates. Donc, on va passer au projet 3, qui était sur la valorisation des concentrés. Donc là, ici, on va s'intéresser aux concentrés produits lors de la désulfuration environnementale. Donc, ce projet-là a été fait dans le cadre de 2 stages par des étudiants de master et de premier cycle.
Donc, on a fait la récupération de l'or déconcentré de désulfuration. On a travaillé sur des matériaux provenant de 3 sites miniers, le site Westwood, La Ronde et Canadienne Malartic. Donc, la première partie du travail qui a été réalisée par Mathieu Lopez dans le cadre de son stage a été de produire les concentrés de désulfuration. Il a utilisé la colonne de flottation de laboratoire et le banc de flottation mobile pour produire suffisamment de concentrés pour les essais subséquents. Il a aussi fait une caractérisation des particules d'or qui étaient présentes dans ces concentrés et on a observé que l'or était majoritairement inclus et associé au sulfure. Ensuite, le cœur du projet, c'était d'évaluer la récupération de l'or par gravimétrie et par cyanuration. Donc, ça a été les 2 méthodes qui ont été choisies. Pour les essais. La partie cyanuration a été travaillée par Mathieu Lopez et Olivier Allard, tandis que la gravimétrie a été faite seulement par Olivier. Donc, voici quelques résultats. On voit les résultats de cyanuration et ce qu'on observe d'abord, c'est que les résultats sont très différents d'un concentré à l'autre. Donc, on voit ici comme le concentré A, on a une récupération d'environ 50 %, tandis que le concentré B, on est plutôt autour de 10 à 15 et le concentré C, on est à 70-75 %. Donc, on a, selon les caractérisations des particules d'or, on a des réponses différentes en cyanuration. Puis au niveau de la gravimétrie, Olivier a travaillé en 2 étapes. D'abord, il a pris les concentrés, il les a passés dans le séparateur Nelson et le concentré du séparateur Nelson a été nettoyé par la table Moseley. On voit ici les récupérations globales. Pour le matériel Westwood, on est de 26 à 36 % de récupération de l'or. Pour Canadienne Malartic, 5 à 6 et La Ronde, autour de 14 %. Donc, en gros, ce qu'on a observé dans ce projet, c'est que selon les caractéristiques des particules d'or résiduelles, ça peut être intéressant d'explorer la possibilité de récupérer l'or contenu dans les concentrés de désulfuration. On a proposé aussi un diagramme d'écoulement pour intégrer la valorisation du concentré. Par exemple, pour ce qu'on a vu que le concentré A et C donnait quand même des résultats intéressants au niveau de la cyanuration, bien, ça pourrait être bien de les intégrer, de retourner ces concentrés-là dans le circuit existant sur le site minier. On a vu que le concentré A, ça pouvait peut-être être pertinent de lui dédier un circuit de concentration gravimétrique. Tandis que le concentré B, bien, c'était, disons qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts sur celui-là. Il n'y avait pas des récupérations très intéressantes. Ensuite, le projet 4, là, on s'en va du côté stérile. C'était sur l'accélération de l'oxydation et la passivation des sulfures. Donc, je vous rappelle, l'objectif de ce projet, c'était de prévenir le drainage contaminé. Et cette fois-ci, on a travaillé sur les stériles de la mine Tio qui ont un potentiel de génération de nickel. Le projet aussi a été divisé en 2 volets. D'abord, premier volet, c'était la sélection des agents de traitement. Ça a été réalisé dans le cadre du stage de Valérie Roy. Donc, elle a fait une revue de littérature pour identifier un certain nombre de solutions qui pourraient être utilisées pour le traitement et pour l'oxydation et la passivation des surfaces. Elle a identifié ici 8 solutions, 8 types de solutions, et elle l'a gardé comme un témoin. Donc, elle a mis en contact les stériles avec ces solutions et ensuite, elle a fait des essais en mini-cellules d'altération, comme montré sur la photo, pour évaluer la lixiviation surtout du nickel. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont les résultats des 3 traitements les plus performants, le peroxyde carbonate, silicate et peroxyde carbonate. Donc, ce qu'on voit, c'est que les concentrations en nickel sont vraiment inférieures aux stériles non traités.
C'est quand même très visible ici, aussi dans le graphique ici là, de concentration cumulée. Valérie a aussi observé au microscope des grains de pyrite qui avaient une petite couche, comme c'est peut-être un peu difficile à voir là, sur vos écrans, mais ici, on a une petite couche gris, un gris un petit peu foncé qui représente des oxyhydroxydes de fer et de silice, donc qui viennent enrober la particule de pyrite. Ensuite, le volet 2, ça a été l'application à l'échelle de laboratoire et intermédiaire, ça, de terrain. Ça a été réalisé dans le cadre de la maîtrise de Valérie. Donc, au laboratoire, elle a monté 4 colonnes avec 70 kg de stériles, dont 3 ont été traités avec les mêmes traitements qui avaient été déterminés comme étant les plus performants lors de l'étape précédente. Et ensuite, les colonnes ont été rincées là, à toutes les 2 semaines pendant un certain temps pour évaluer l'évolution des concentrations de métaux. Sur le terrain, elle est allée sur le site de la mine Tio et a utilisé des cellules de terrain existantes. Elle a d'abord arrosé une des cellules avec une solution de peroxyde et de carbonate de sodium. Et par la suite, elle a arrosé aussi avec de l'eau de type de l'eau de pluie et a récupéré des échantillons à l'effluent de la cellule pendant un certain temps pour évaluer encore une fois l'évolution des concentrations de nickel. Donc, voici rapidement quelques résultats des essais en colonne. Ici, on présente les taux de relargage de soufre et de nickel qui ont été mesurés dans les différentes colonnes. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une diminution de 2 ordres de grandeur pour le nickel, puis environ de la moitié et même plus pour le soufre lorsqu'on a utilisé les traitements sur les stériles. Donc, globalement, pour le projet 4, on a démontré que le potentiel de l'oxydation et de la passivation des sulfures pour limiter l'oxydation des sulfures et plus spécifiquement pour des stériles. On a montré aussi un peu les phénomènes qui se produisent lorsqu'on a une oxydation forcée à pH élevé, donc on a libération de fer ferrique, précipitation d'oxyhydroxyde de fer et donc une passivation. Ici, on ajoute un agent passivant en plus, bien, on stabilise la couche de passivation par l'ajout de silicate. Finalement, le projet 5, c'était sur l'analyse du cycle de vie des approches de gestion des résidus miniers. L'idée, c'était de comparer des scénarios de gestion des rejets concentrateurs avec et sans désulfuration environnementale. C'est quand même une méthodologie assez complexe, donc je n'irai pas dans les détails là, de l'analyse du cycle de vie. Je vous donne le sommaire là, des résultats. Donc, on a vu que l'utilisation d'Exentate entraîne des impacts dans la catégorie toxicité humaine, donc ça confirme aussi là, ce qu'on avait observé dans la littérature. Il y a quand même certaines difficultés d'application de la CV qui ont été remarquées dans la gestion des résidus miniers. Donc, il faut faire beaucoup d'hypothèses et de substitutions. Puis, il existe différentes méthodes de calcul, puis selon la méthode de calcul choisie, ça donne des résultats différents. Donc, c'est pas toujours évident. Aussi, une revue de littérature et une base de données a été réalisée pour le développement de facteurs de caractérisation pour pouvoir utiliser les collecteurs alternatifs dans la CV, principalement ceux qui ont été utilisés là, dans le projet 2, mais il manquait beaucoup de données et ça nécessite des analyses assez poussées pour les déterminer qui étaient en dehors là, du champ du projet. Donc, on va faire maintenant un petit bilan de l'avancement des connaissances. Donc, on a travaillé en fait sur 3 aspects principaux. Les aspects fondamentaux, donc l'interaction entre les minéraux sulfureux et les collecteurs, et plus particulièrement dans le contexte de désulfuration environnementale. On a identifié ou travaillé sur des collecteurs alternatifs aux xanthates. On a travaillé sur la passivation des sulfures par les oxyhydroxydes comme contrôle de la réactivité. On a travaillé aussi des aspects appliqués. Donc, on a appliqué de la désulfuration environnementale en prévention du drainage neutre contaminé. On l'a appliqué aussi à des stériles. On a travaillé sur la valorisation des concentrés de désulfuration et on a travaillé sur l'accélération de l'oxydation et passivation des sulfures à 3 échelles.
Finalement, au niveau des aspects plus méthodologiques, c'est au niveau de l'analyse du cycle de vie, on a vraiment identifié les points forts et les points faibles pour pouvoir améliorer, disons, son utilisation dans l'évaluation des options de gestion des résidus miniers. Au niveau de la production scientifique, ça a été assez productif, disons. On a 10 articles qui sont publiés, donc vous voyez les en-têtes des 5 premiers et des 5 autres. Donc, la plupart des articles ont été publiés par les étudiants dans le cadre de leurs travaux. On a 3 articles en évaluation. 3 articles ont été présentés lors de conférences scientifiques. On a aussi 3 conférences sans articles qui ont été faites, des posters, des rapports de stage, 3 mémoires de maîtrise et 2 thèses de doctorat. Maintenant, on va passer à la pertinence. Pourquoi on a tout fait ça? Donc, les travaux sur la désulfuration environnementale ont montré qu'on peut appliquer cette méthode donc de séparation des minéraux générateurs de DMA et de DNC, et pas juste sur la pyrite. Donc, on a vraiment travaillé sur d'autres minéraux comme la covellite, la gersdorfite, et on a travaillé à la fois sur des minéraux purs et vraiment des résidus miniers qui provenaient des sites des partenaires. Donc, c'était pas juste du fondamental, on est vraiment allé, on a utilisé le fondamental pour bien comprendre les mécanismes qui se passent lorsqu'on fait de la recherche appliquée. On a aussi montré que les collecteurs alternatifs aux xanthates, ils peuvent être autant efficaces que les xanthates lors de la désulfuration environnementale. On a appliqué la désulfuration environnementale au stérile, donc ça devient quand même un outil de plus à considérer lors de la gestion des stériles. Et tous ces résultats nous permettent là, de penser à utiliser la désulfuration environnementale dans des contextes plus larges, donc à la fois prévention de DMA, DNC et des stériles. On a vu aussi que certains concentrés issus de la désulfuration peuvent contenir des valeurs économiques qui peuvent être potentiellement intéressants. Donc, on a travaillé sur les concentrations en or dans ce projet, mais maintenant avec la frénésie des minéraux critiques et stratégiques, il peut avoir aussi d'autres valeurs intéressantes. Donc, c'est important, par contre, d'avoir une très bonne caractérisation pour bien identifier s'il y a réellement un potentiel de valorisation. Et on a travaillé aussi sur l'oxydation accélérée, la passivation, qui a été démontrée à 3 échelles. Donc, ça peut être une option intéressante à évaluer là, pour réduire des risques comme la liquéfaction du nickel dans le cadre des stériles de la mine Tio. Donc, je vais finir par une conclusion. Donc, ça a été un projet de recherche dans le cadre du programme Recherche et développement coopératif financé par le CRSNG, puis aussi financé en partie par des partenaires industriels qui sont IAMGOLD, RTFT, Agnico Eagle, Canadien Malartic, Glencore Mineraglen. Et on a développé des méthodes de réduction de la génération de DMA et de DNC provenant autant des rejets de concentrateurs que des stériles. On a mis beaucoup d'emphase sur la désulfuration environnementale. Il y a 9 étudiants qui ont été formés avec une formation spécialisée en environnement minier, puis dans un contexte où il y avait une belle collaboration avec les partenaires miniers. On a une production scientifique significative. Aussi, une partie des résultats sont intégrés dans les cours qui sont offerts à l'IRM. Et tous ces travaux font partie intégrante de la programmation de ma chaire de recherche du Canada sur l'intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine. Et finalement, les résultats ont alimenté le développement de d'autres projets qui sont en lien autant que la désulfuration environnementale que la passivation des sulfures. C'est des projets qui sont en développement avec les mêmes partenaires et aussi des nouveaux partenaires. Donc, en terminant, je voudrais remercier d'abord CRSNG et nos partenaires qui ont financé cette recherche et toutes les personnes qui ont été impliquées là, de près et de loin là, à ce projet, donc trop nombreuses à nommer. Merci. Merci beaucoup, professeur Demers. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, on a une première question qui est en 2 volets. Pour la valorisation des concentrés, est-ce qu'il y a eu une analyse de l'or dans le concentré de la désulfuration?
Sinon, pour la récupération pas très élevée, est-ce qu'il y a moyen de modifier certains paramètres de flottation pour améliorer la récupération? Oui, en fait, pour la première question, la première partie, oui, on a fait une évaluation de la minéralogie, des particules d'or dans nos concentrés. Et c'est là qu'on a vu que l'or était quand même très fin et souvent inclus, donc mal libéré. Dans ce contexte-là, oui, ça serait possible d'améliorer, de changer certains paramètres au niveau de la flottation en désulfuration pour favoriser la récupération de l'or. Tu sais, ça peut être soit faire un rebroyage ou bien une agglomération ou travailler avec des collecteurs plus spécifiques pour l'or. Par contre, dans notre projet, ce n'était pas l'objectif. On voulait plutôt prendre des concentrés qui avaient été désulfurés pour la désulfuration et non pas spécifiquement pour l'or, mais c'est quand même une avenue qui va être la modification légère du procédé de désulfuration peut être quelque chose qu'on va évaluer là, dans un futur proche là, pour favoriser la récupération de l'or. Parfait, merci. Donc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses au bas de votre écran pour inscrire vos questions. Alors, seconde question, on parle de désulfuration depuis plusieurs années et même si le concept est viable techniquement, on retrouve relativement peu d'applications à l'échelle réelle. Pourquoi? C'est une très bonne question. Puis, je pense qu'il y a plusieurs aspects à travers ça. Et un des aspects qui est pas technique, selon moi, c'est plus une question de communication ou de besoin. Les gens d'environnement, je pense que depuis le temps, ils sont convaincus de l'intérêt de la désulfuration. Par contre, les gens plus des opérations, eux, ont moins, disons, la réflexion sur l'après, sur le devenir des résidus. Et je pense que c'est ça. Ce qui manque, c'est une bonne communication entre tous les intervenants pour que les gens d'opération soient vraiment au courant de « OK, on peut juste modifier quelques petites choses, puis ça va améliorer de façon assez significative la gestion environnementale pour nos collègues qui sont dans le département de l'environnement. » Donc, d'après moi, il y a ça. C'est sur les aspects économiques. Par contre, au niveau économique, quand on intègre les coûts environnementaux, bien là, on vient quand même assez facilement là, rattraper là, les coûts d'opération et en capital associés à la désulfuration. Parfait. Ensuite, une autre question. En termes de coûts, quelle serait la méthode de désulfuration la plus économique? Bien, c'est sûr que ça dépend des matériaux sur lesquels on travaille. Jusqu'à maintenant, la flottation est la plus populaire parce que normalement, on travaille sur des matériaux qui ont déjà été broyés, qui ont déjà passé à travers un processus de flottation. Donc, ils ont la granulométrie adéquate pour la flottation. Donc, probablement que la réponse simple, ça serait de la flottation, mais c'est très variable selon les caractéristiques des matériaux. Parfait. Maintenant, pour les mines de la bauxite et fer, comment procéder à la gestion des déchets miniers? Oh, bien, c'est sûr que ça dépend, là, c'est quoi la problématique, là? Je pense qu'au niveau bauxite, c'est pas nécessairement du drainage minier acide. Donc, écoutez, je ne peux pas nécessairement donner une réponse sans avoir beaucoup plus d'informations là, sur... Ça va vraiment dépendre de la caractérisation des rejets. Mm-hmm. Plusieurs éléments à prendre en considération. Ouais, parfait. C'est ça. Donc, nous avons une autre question. J'aimerais savoir quelle est la retombée des résultats de votre projet dans le contexte de développement durable des mines et de changement climatique. Au niveau développement durable, je pense que quand on apporte des solutions au niveau environnemental, surtout des solutions qui vont s'intégrer au processus minier, là, aux opérations, ça permet de réduire merde, j'ai le mot en anglais. Les responsabilités ou les coûts de restauration.
Donc, c'est sûr que si on peut faire de la désulfuration, puis qu'on va valoriser en plus le concentré, puis que nos rejets désulfurés, bien, on les utilise, par exemple, pour de la restauration, bien, on vient dans un sens faire un genre de développement durable puisqu'on va maximiser la valorisation de nos déchets, de nos rejets. Donc, il y a cet aspect-là. Et c'était quoi? Y avait-il une autre partie à la question? Non, c'était ça? C'était parfait. OK. Bien, peut-être que je voulais dire autre chose aussi. Oui, bien, c'est ça. Je m'en souviens. Je pense pour les projets à venir aussi qui sont en développement, et lorsqu'on intègre des avenues comme ça, comme de valorisation, désulfuration, valorisation des rejets, ça démontre aussi qu'il y a eu une réflexion sur, OK, c'est quoi les meilleures approches et comment on peut minimiser les impacts environnementaux des mines. Et ça, j'ai l'impression, en tout cas, à mon avis, ça fait partie aussi du développement minier durable lorsqu'on souhaite, disons, minimiser les impacts environnementaux tout en favorisant là, les impacts bénéfiques au niveau économique et social. Exact. Parfait, merci. Ensuite, pourquoi la passivation est testée seulement sur les stériles miniers et non sur les rejets de concentrateurs? En fait, dans le cadre de notre étude, on s'est concentré sur les rejets, sur les stériles, parce que c'est des matériaux qui sont un petit peu plus difficiles, là, bien, qu'on n'a pas beaucoup d'options sur lesquelles, avec lesquelles jouer là, pour minimiser là, leur réactivité puis leur gestion environnementale. Donc, on voulait apporter peut-être une nouvelle approche qui n'avait pas été autant testée en travaillant sur les stériles. Les rejets concentrateurs ont quand même été étudiés quand même pas mal au niveau avec la littérature. Donc, sur des matériaux fins, on sait que ça peut fonctionner dans certains cas. C'est sûr qu'il y a toujours des choses à valider. Mais pour des matériaux grossiers, on était un petit peu moins convaincus. Fait que c'est pour ça qu'on s'est penché sur les matériaux grossiers. Merci. Ensuite, quelle est la durabilité de la passivation dans le temps? Ne pourrait-on pas voir augmenter tranquillement les concentrations avec les années? Oui, c'est une bonne question. On n'a pas, c'est sûr qu'avec nos études qui sont d'une durée limitée, on n'a pas testé à long terme, là, vraiment après plusieurs années, combien est-ce que les couches de passivation vont rester. C'est toujours une question qui limite en fait l'utilisation de la passivation. C'est pour ça que nous, on l'a combiné avec l'oxydation des sulfures. Fait qu'on s'est dit, si on oxyde les sulfures rapidement, bien, ils vont être déjà oxydés, donc ils ne pourront pas, à long terme, si la couche de passivation vient à affaiblir, disons, ou à avoir des cracks ou n'importe quoi, ou à disparaître, bien, si le grain de sulfure est déjà oxydé, bien, il ne devrait plus se réoxyder. Donc, c'était ça l'intérêt aussi de l'accélération de l'oxydation. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas, avec les résultats qu'on a jusqu'à maintenant, on ne peut pas garantir là, que ça va durer à long terme. Excellent. Donc, une autre question. Les solutions proposées à l'issue de vos recherches sont-elles applicables industriellement, connaissant la quantité de stériles et rejets générés par les mines pendant leur exploitation? Je pense que oui. Moi, je suis convaincue que oui. Il faut juste bien les planifier. C'est une question de planification, puis de bien organiser là, le travail, mais oui, c'est applicable. Parfait. Une autre très bonne question liée au changement climatique. Peut-on s'attendre à une influence des paramètres climatiques comme la température, par exemple, sur l'efficacité des deux méthodes? Au niveau de la désulfuration, non. Normalement, dans nos climats comme ici, bien, on fait la désulfuration. C'est un procédé qui se fait à l'intérieur, donc à l'intérieur d'un bâtiment. Et la température est quand même, bien, elle peut varier, là, mais c'est quand même pas des variations de quelques degrés là, qui va faire une grande différence. C'est lorsqu'on parle de processus qui vont durer longtemps que là, on peut être, disons, on peut réfléchir que, OK, peut-être les changements climatiques vont avoir un effet. Et là, c'est plutôt lorsqu'on pense disons, qu'on utilise la passivation,
sur les stériles, puis qu'on laisse ça, bien, ça reste là quand même pour une très, très longue période. Là, ça peut devenir, avec les changements, disons, des régimes des précipitations, de température, peut-être que la stabilité, là, justement, de la couche passivée pourrait être peut-être dérangée. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, je vois vraiment plus un intérêt là, de valider l'impact des changements climatiques. Maintenant, est-ce que les essais statiques et cinétiques en mini-cellules sont suffisants pour conclure par rapport à la génération de DNC? Non, ce n'est pas suffisant. Ça nous prend des essais à plus grande échelle, en colonne, et idéalement des essais intermédiaires sur le terrain. Dans le cadre de nos études, on s'est limité là, aux essais dans le cadre des travaux là, de Yacine aux mini-cellules, parce qu'il fallait mettre une fin à son doctorat à un moment donné. Mais c'est sûr qu'une des recommandations, c'est vraiment de poursuivre avec des essais, de valider avec des essais de plus large échelle là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. C'est sûr que les essais en mini-cellules vont nous dire, bien, potentiellement, là, que ça fonctionne. Là. On a quand même ça donne des indices que les concentrations, une fois désulfurées, vont être inférieures, mais on ne peut pas garantir à 100 %. Maintenant, une question un peu plus globale, mais très, très pertinente. Dans le fond, quels sont les dangers liés à la mauvaise gestion des résidus miniers? Bien, les dangers, c'est contamination de l'environnement. Principalement, là, on parle ici, si on a génération du drainage mini-acide ou de drainage neutre contaminé, c'est qu'on se retrouve avec un effluent qui contient de l'acidité et aussi des métaux dissous. Et si cet effluent-là n'est pas bien contenu puis qu'il se retrouve dans l'environnement, bien là, on peut avoir des impacts là, sur les sols, sur la faune, la flore. Ça peut s'infiltrer dans les réserves d'eau souterraines. Donc, c'est sûr que c'est vraiment la contamination de l'environnement qui est le problème majeur. Mm-hmm. Donc, la recherche, c'est important. Oui, et c'est ça. On développe des solutions pour limiter ou minimiser ou réduire les risques au niveau de l'environnement. Parfait. Alors, c'est ainsi que se termine la période de questions. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. Donc, l'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites au webinaire et rendu disponible sur notre site Web. Une attestation de présence peut également vous être envoyée sur demande. Alors, je vous invite à vous rendre sur notre site Internet pour consulter la programmation complète des webinaires 2022-2023. Et on vous invite également à vous inscrire par le fait même. Alors, le prochain webinaire se déroulera le 1er février 2023, de 11h30 à 12h30, avec le professeur Tikou Belem. Le webinaire portera sur l'évaluation de la performance des polymères superabsorbants dans la gestion des résidus miniers, déshumidification, rétention de métaux, couches de faible perméabilité et remblayage minier souterrain. Je vous remercie de votre participation. Merci également au professeur Demers et je vous dis à bientôt. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.